Salut les terriens! Alors, pour ce dernier journal de la Starbase de l'année, l'équipe et moi-même souhaitions avant tout marquer le coup avec une vidéo un peu spéciale, consacrée en grande partie aux questions des abonnés. Bah oui, c'est bien de vous dont je parle. L'occasion de vous remercier déjà pour votre participation très active cette année, et pour vous dire que c'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir, puisque vous n'êtes pas loin de 172 000 abonnés aujourd'hui, donc encore un grand merci, vous êtes au top. Allez, on commence tout de suite par un résumé des actualités au sein de la Starbase. Et oui, on n'allait quand même pas vous laisser sans infos pendant les fêtes. C'est parti. Du côté de Boca Chica, en cette fin d'année, on n'en finit pas avec les essais sur les réservoirs tests, et notamment sur la section Martyr S26.1. Une section qui viendrait aux dernières nouvelles du prototype S28, mais rebaptisée S26.1, puisqu'elle serait destinée au S26. Ah ça, les recettes de SpaceX, c'est comme les recettes de mémé, ça ne se partage pas. Cette section, une fois finie, est équipée d'un réservoir pressurisable en partie haute, simulant le bas du réservoir d'oxygène liquide. Les tests se feront donc sous pression sur le Can Crusher, qui, comme vous pouvez le voir sur ces images de Lab Padre, a été transféré du site de production de la Starbase au site de Massey's Gun Range. D'ailleurs, les nouveaux réservoirs horizontaux d'azote installés depuis peu sur place trouvent bien ici leur raison d'être. Je rappelle que les essais potentiellement destructifs de réservoirs sous pression imposent des mesures de sécurité drastiques. Le site de Massey's, situé à l'écart de la ruche pleine d'effervescence qu'est le site de production, permet la réalisation des essais à risque sans pour autant bloquer les autres activités. A noter aussi, le S26.1 est nettement plus haut que le précédent B7.1, un nouveau jeu d'élingue, des sangles plus longues devront par conséquent être utilisées sur le Can Crusher, et pour rappel, les raidisseurs externes en partie haute du S26.1 ne sont présents que pour simuler la robustesse d'un Starship complet, ils n'ont donc pas vocation à perdurer sur le Starship. Autre chantier en cours, ce qui se concentre sur la butte de protection, le BERM, B-E-R-M, chargé de protéger la ferme à ergols du souffle des flammes et projectiles en tout genre. Détail intéressant sur les vues aériennes de RGV Aerial Photography, qu'on remercie comme toujours pour ces magnifiques images, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne, on aperçoit un petit muret vertical au pied du berm, actuellement en construction. Il semblerait qu'il soit destiné à arrêter les débris roulant sur le sol avant qu'ils n'atteignent la butte. Enfin, le B9 est arrivé sur le site de lancement, tandis que l'ensemble du pas de tir était mis à contribution pour une répétition générale. En effet, le panneau à déconnexion rapide a dû à plusieurs reprises tester son mécanisme, comme vous pouvez le voir sur ces images de Lab Padre, chez qui je vous recommande aussi de vous abonner pour ne pas rater les dernières images. Pour rappel, ce dispositif sert à ravitailler le booster en ergol, c'est-à-dire le premier étage de la fusée, tandis que le QD Arm de la tour, lui, sert pour le ravitaillement du vaisseau, et qui a aussi dû faire un petit peu d'exercice. Alors est-ce que le B7 sera remplacé par le B9 à la toute dernière minute? C'est la grande question du moment et ce n'est que pure spéculation. On pourrait tout aussi bien en déduire que SpaceX ne perd pas de temps et teste d'ores et déjà les prototypes qui seront appelés à effectuer le deuxième tir orbital, en reconstituant en parallèle un pas de tir enfin capable de supporter les flammes des puissants Raptors. Et ça tombe bien qu'on parle de la puissance destructrice du booster et de son Starship parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur le sujet. Alors justement, on va tenter d'y répondre, et on commence avec celle de Elle. Bonjour Elle, je pense que tu as le pseudo le plus court de YouTube. Je me demande pourquoi au décollage, vu que cela coûte tellement de carburant pour arracher cette masse, les bras récupérateurs ne pourraient-ils pas même légèrement propulser la fusée, ou du moins l'aider à décoller? Merci pour ta question Elle. Alors si l'idée est séduisante au premier abord, les chiffres par contre la condamnent rapidement. Je rappelle pour ça quelques ordres de grandeur, le vaisseau pèse près de 5000 tonnes au total, une fois qu'on a fait le plein d'ergols, et la poussée des moteurs c'est 7600 tonnes. Bon, quant à nos pauvres chopsticks, ils sont prévus pour lever au maximum le poids d'un booster à vide, c'est-à-dire environ 250 tonnes, et encore ça se fait à la vitesse d'un escargot sous tranquillisant. Donc l'aide des bras de la tour, qu'on appelle aussi les chopsticks, au décollage serait par conséquent imperceptible, et surtout la manœuvre serait risquée pour la tour puisque par sécurité, les bras sont tout simplement écartés lors des lancements pour éviter tout accrochage avec le vaisseau. Je passe maintenant à la question de Monsieur le Jedi qui a mal tourné. Quand on voit l'énergie dégagée et les dégâts sur le pas de tir, comment vont-ils faire pour l'atterrissage sur Mars et la résistance du bas du Starship à la température? Avec toute cette puissance, le vaisseau risque-t-il de creuser un cratère dans le sol, pouvant compromettre sa stabilité à l'atterrissage? Merci Obi-Wan, ça fait toujours plaisir de voir qu'un pseudo-maître Jedi s'intéresse de près au journal de la Starbase, que la force soit avec toi. Alors en tout cas, excellente question, et en effet, si le sujet est sensible sur Terre au niveau d'un pas de tir solidement bétonné, que dire du sol vierge d'une planète ou d'un satellite comme la Lune? Cependant, il convient de bien distinguer ces deux cas de figure qui sont physiquement très différents.
Lors d'un décollage sur Terre avec une gravité de 1 G, c'est une poussée de près de 7600 tonnes qui est requise pour accélérer une masse totale de fusée de près de 5000 tonnes, dont 3800 tonnes pour le booster et 1200 tonnes pour le Starship. Le déluge de feu est donc à l'image de cette énorme poussée de gaz brûlant, mais dans le cas de l'atterrissage sur la Lune d'un vaisseau de type Starship HLS, c'est heureusement une masse bien moindre qu'il faudra poser. Un Starship en orbite terrestre et avec le plein d'ergols consommera environ 950 tonnes de carburant pour s'élancer vers la Lune, puis ensuite 78 tonnes pour se placer en orbite lunaire. Il aura donc environ 400 tonnes de masse avant de commencer sa descente vers la surface lunaire, et le ralentissement au final lui coûtera encore environ 170 tonnes. Posé sur la Lune et compte tenu de la faible gravité lunaire, je le rappelle 1/6 de celle de la Terre, le poids du vaisseau posé sera donc de 40 tonnes environ. En fait ici, les moteurs Raptor qui l'équipent seront alors trop puissants pour cette dernière phase de vol, puisqu'au minimum de sa puissance, un seul moteur développe tout de même 92 tonnes de poussée, ce qui ferait carrément redécoller le vaisseau. C'est pourquoi SpaceX étudie un système d'alunissage auxiliaire, moins puissant, sous la forme de petits propulseurs, logés en hauteur tout autour de la coque du vaisseau au niveau de la porte du sas, afin de ménager au mieux le fragile sol poussiéreux. Car comme tu le précises, oui, le risque majeur, c'est bien de creuser un cratère dans la dernière phase d'approche, et ainsi de déstabiliser le vaisseau lors de sa pose. Également sur la Lune, le régolithe éjecté par les moteurs pourrait tout simplement se mettre en orbite basse et créer un réel danger pour les missions futures. Bon, vous noterez également que les chiffres que je vous ai présentés ici ne permettent pas un redécollage ultérieur sans refaire un appoint d'ergol. Pour comparer un peu, le module lunaire posé sur la Lune par la NASA en juillet 1969 lors de la mission Apollo 11 ne pesait que 15 tonnes terrestres, une masse beaucoup plus faible qui ne posait pas ce genre de problème. Dans le cadre d'une occupation permanente de la Lune par des missions internationales, l'un des premiers chantiers à réaliser serait de consolider des aires d'alunissage et de décollage afin de sécuriser le trafic spatial. Ici, pas de tour géante ni de chopsticks, mais simplement une surface dure sur laquelle se poseront les vaisseaux équipés de pieds. Tout ce scénario peut bien sûr être transposé sur Mars avec des réglages un peu différents, la gravité sur la petite planète rouge étant de 38% de celle de la Terre. Bon, tout ce que je viens de vous décrire ici est bien sûr amené à changer, le Starship, encore une fois, j'insiste bien sur ce point, n'est pas du tout adapté pour se poser sur la Lune ou Mars dans sa forme actuelle. Le rôle du Starship qu'on connaît, en fait, dans les prochaines années, c'est avant tout le transport de très grandes quantités de fret en orbite terrestre, et il sera très probablement amené à beaucoup évoluer pour ses futures missions sur d'autres astres. Allez, on passe à la question de Wirmish à présent. J'arrête pas de dire que les réservoirs auraient dû être positionnés en triangle derrière la tour, cette dernière protégerait alors à 100% les réservoirs. De plus, les tuyaux utilisés pour remplir la fusée se trouvent derrière la tour et se rendent jusqu'au QD-Arm, encore une bonne raison de mettre la ferme à ergol derrière la tour. Eh bien bonjour Wirmish et merci pour ta question car c'est une bonne idée en effet, la tour protégerait un peu ce qui se trouve derrière en cas de crash ou d'explosion au décollage, mais un peu ce n'est pas assez malheureusement car il est probable que les flammes et autres débris ou projectiles réussiraient à la contourner compte tenu de sa silhouette plutôt mince et tout en hauteur. Si on se base sur l'actuel avancement du chantier du KSC, on voit que cette idée a été partiellement reprise, mais une vue aérienne du site montre bien que l'ensemble des installations, citernes, pompes et échangeurs ne pourraient tout simplement pas se tapir dans l'ombre de la tour. Allez, je passe à la question de Olivier. Personnellement, j'utiliserai de l'acier hématite comme dallage sur le pas de tir, et en tant que métallurgiste, je peux dire que c'est efficace contre la chaleur avec très peu de dilatation. Eh bien salut Olivier et merci pour cette question tout à fait sensée. SpaceX, qui rencontre actuellement beaucoup de soucis avec la tenue de son pas de tir, semble se limiter au béton en tant que matériau protecteur, d'où les nombreuses difficultés actuellement rencontrées par l'entreprise. Des contraintes thermiques mais aussi mécaniques, avec une forte exposition à l'abrasion et aux projectiles. Même chargée en additif, la surface de ce béton très spécial ne peut pas sortir indemne de ces agressions multiples. Alors en effet, pourquoi ne pas opter également à l'instar de la tour et de la table orbitale qui sont déjà métalliques pour un revêtement identique au niveau du sol. Une couverture avec ce type de matériau est techniquement envisageable à condition de bien intégrer dans l'étude préalable les contraintes de dilatation, inévitables ici vu les conditions infernales rencontrées. Le pavement métallique devrait alors se présenter un peu comme le tuilage des Starships avec des joints de dilatation libres pour que le revêtement ne se gondole pas sous l'effet de la chaleur. L'inconvénient de ce choix, c'est que la peinture de protection serait brûlée lors de chaque mise à feu et qu'il serait difficile de garder ce revêtement propre. Pour rappel, la peinture ce n'est pas pour l'esthétique du pas de tir, mais surtout pour protéger les structures métalliques de la corrosion, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Boca Chica est situé juste au bord de l'océan. Une solution possible serait alors de réaliser ce pavage de protection en plaques d'acier inoxydable, un peu comme celles qui composent les parois des boosters et des Starships, avec en plus la mise en place de déflecteurs de flammes mobiles et retirables après chaque lancement afin de garantir un accès facile sous la table orbitale pour les besoins de maintenance des installations et la préparation des vols. Mais bon, aux dernières nouvelles, l'entreprise aurait opté pour une refonte complète de son pas de tir, avec devinez quoi ? Un nouveau béton. Et maintenant j'enchaîne avec la question de Groucha Larson, qui tout comme Olivier cherche une solution pour le pas de tir de Boca Chica.
Au fait les gars, vous savez que SpaceX embauche, donc si vous aimez vous creuser la tête, vous devriez postuler. À propos des dégâts du pas de tir, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ils n'installeraient pas une espèce d'étoile en courbe qui redirigerait le flux entre les pylônes, quitte à le faire en acier plein. En effet, merci pour ta question, c'est encore une idée très pertinente à l'instar de celle d'Olivier. Je te rejoins sur ce point, seule une protection métallique solide mais mobile pourrait venir à bout de l'enfer de flammes délivré par les 33 moteurs Raptor. En complément d'un sol protégé par des plaques d'acier inoxydable, la mise en place d'un déviateur de flammes jouant le rôle d'un toboggan serait en effet tout à fait souhaitable. Le toboggan servant alors, vous allez le comprendre, à transformer la vitesse verticale des gaz en vitesse horizontale, permettant ainsi de dissiper le flux brûlant vers le paysage environnant plutôt que vers le sol. Une forme en étoile ici serait également bien adaptée puisqu'elle s'insérerait naturellement entre les jambes de la table orbitale, à la condition expresse que le dispositif soit mobile, car rappelons qu'un accès dégagé reste indispensable sous la table pour les mêmes raisons que je donnais en réponse à la question d'Olivier. Allez, on passe à la question de Morgane maintenant. Est-ce que le troisième Mechazilla pourrait être installé sur un site du KSC déjà construit et ayant une infrastructure plus solide de déflecteurs de flammes ? Eh bien salut Morgane et merci pour ta question, l'idée est intéressante mais dans la pratique la mise en œuvre me semble compliquée. En effet, un Stage Zero doit être vu comme un ensemble complexe et cohérent. Or, les choix initiaux faits par SpaceX sont si particuliers, avec une tour de rattrapage et de décollage, une table de lancement porteuse d'un nombre impressionnant de circuits hydrauliques et électriques, que le design des infrastructures environnantes en devient totalement dépendant. En clair, le degré de compatibilité d'une ancienne installation avec un pas de tir prévu pour un Starship et son booster est quasi nul. Pour profiter d'une fosse déviatrice préalablement creusée, il faudrait opérer un nombre incalculable de modifications et d'ajouts dans tous les sens, si bien que l'intérêt de l'opération s'en trouverait fortement diminué. Par contre, SpaceX a bel et bien joué cette carte en réutilisant à bon compte l'ancien pas de tir KSC 39A pour ses Falcon 9. La technologie de cette fusée étant bien plus classique, les anciennes installations ont pu être réutilisées en grande partie. Ensuite, on va prendre la remarque de Léonard. Bonsoir, il est possible de creuser si la nappe phréatique est à fleur du sol. C'est plus cher et compliqué, mais c'est tout à fait faisable. Attention donc à vérifier ce que l'on raconte. Merci Léonard pour ta remarque. Alors si tu as raison de souligner que c'est faisable, en revanche la question c'est de savoir pourquoi on fait les choses et dans quel but. Et surtout, qu'en est-il d'un point de vue technique ou même financier, car à quoi bon dépenser des sommes folles pour assécher en permanence une fosse en béton qui va inexorablement se remplir par les infiltrations et la pluie ? Ou encore même se soulever à cause de la pression hydrostatique de la nappe phréatique environnante. Les propriétaires de piscines enterrées le savent bien, on ne laisse jamais un bassin vide car il peut rapidement se retrouver en train de flotter comme un bateau au milieu de son trou plein d'eau. Si toutes les agences spatiales procèdent ainsi, c'est peut-être qu'il y a un peu de bon sens là-dedans, donc bien que ce soit faisable, ce serait un gouffre financier et une pure perte de temps pour l'entreprise. Bon, à moins que SpaceX se penche sur la question, mais comme dit l'adage, on ne peut pas être au four et au moulin. Allez, je prends une dernière question pour la route, celle de Yata. Pourquoi ne pas mettre un bassin d'eau assez profond qu'on alimenterait en eau à l'allumage sous la table orbitale ? Cela éviterait-il les pluies de béton ? Est-ce à cause de la poussée ou bien y a-t-il une autre raison ? Eh bien bonjour Yata et merci pour ta question, je crois que tu as senti le fond du problème. En effet, c'est à cause de la poussée des gaz éjectés par les moteurs du booster qui souffleraient instantanément toute surface d'eau située en dessous de la table orbitale. Pour comprendre ça, en fait, il suffit d'avoir en tête les ordres de grandeur. La poussée des 33 moteurs Raptor est de 7600 tonnes, ce qui veut dire que les gaz éjectés sous la table appuient sur le sol avec la même force. Et également, la vitesse des gaz en sortie de tuyère, c'est 3280 mètres par seconde, c'est-à-dire près de 11 800 km/h, le tout à une température de plus de 1000 degrés. Donc, bah oui, on est loin d'une douce brise printanière. C'est d'ailleurs aussi pour ça que dans les systèmes de déluge d'eau, on n'utilise pas une surface liquide immobile, mais au contraire, on s'applique à créer un puissant courant à l'aide d'énormes pompes, sachant que les flammes dispersent tout instantanément. Voilà les terriens, j'ai voulu prendre le temps aujourd'hui de répondre à plein de questions car ma liste s'accumule au fur et à mesure des épisodes et il me semble toujours important de vous garder bien au fait de pourquoi est-ce que les choses sont faites ainsi sur la Starbase et pas autrement. J'espère que ce JDS vous a plu, si c'est le cas comme toujours je vous invite à le partager, à le commenter, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des émissions et bien sûr à faire briller ce magnifique pouce bleu afin que l'algorithme de YouTube nous fasse passer à tous de bonnes fêtes de fin d'année. À vendredi pour la dernière émission de 2022. Salut les terriens!